Salut beau gosse, salut belle gosse. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez adoré cette 4ème saison de Stranger Things, cette vidéo est vraiment faite pour vous, alors restez jusqu'à la fin, prenez un petit verre de cognac, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et avant que les choses sérieuses commencent, n'hésitez pas à aller voir ma précédente critique de la saison 4, parce que justement ça va être dans la continuité au niveau de mon argumentaire, et surtout gardez à l'esprit qu'on va pas discuter de la fin de la saison puisque les 2 derniers épisodes vont arriver au mois de juillet, donc on va plutôt se concentrer sur ce mystérieux épisode 7 qui quand même balance quand même beaucoup de choses pour la série, parce qu'on va avoir tellement de choses à dire et j'adore les vidéos théories. Bon, vous êtes prêts ou pas? Bon allez, c'est parti. Cette première partie de la saison 4 de Stranger Things se termine avec un épisode 7 riche en révélations. Hopper réussit grâce à l'aide de Joyce à sortir d'un goulag expérimental russe alors qu'il avait un démon gorgon aux trousses. Ouais, rien de grave pour Hopper, c'est un vrai bonhomme. Mais ce qui nous intéresse le plus représente les personnages de Eleven et de Nancy. Nancy est soumise à une étrange vision et découvre les révélations autour de la mystérieuse maison Creel et des pouvoirs de Vecta. Quant à Eleven, elle découvre qu'elle n'est pas la responsable du massacre des enfants du laboratoire, mais que le responsable est bien Vecta sous forme humaine. En l'affrontant, elle réussit à le vaincre et à le projeter dans le monde à l'envers, créant ainsi une première brèche. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense. Et si je vous disais qu'à partir de là, il y a 2 théories possibles pour comprendre cette fin, et si on commençait avec la première? Pour cette première théorie, si on imaginait qu'en fin de compte cet épisode 7 il est au centre de tout, de toute la franchise, de toute la saga et cette série de Stranger Things. Et si en fin de compte le monde à l'envers n'était pas vraiment le monde à l'envers, mais simplement le fruit de l'imagination et de la création du personnage de Vecta. En se désintégrant, le personnage de Vecta par ses pouvoirs et son envie de reconstituer un monde différent du nôtre, aurait alors eu la capacité de créer le monde à l'envers. Il serait alors le créateur de ce funeste monde qu'il aurait organisé de sa propre façon, répondant ainsi à une sombre logique. Son obsession pour les araignées et plus particulièrement pour la race des veuves noires aurait alors profondément inspiré pour créer toutes les mystérieuses créatures qui composent le monde à l'envers en passant du démon Gorgon au démon Gorgog. Et il me semble qu'à un moment donné, il parle justement de son affection pour les veuves noires, qu'il voit aussi comme un esprit qui tente de survivre en groupe. Ça rappelle évidemment l'esprit de ruche qui contamine le monde à l'envers et qui tente également de survivre et qui est connecté à un ensemble. Sans parler évidemment du flagelleur mental, l'espèce de grosse créature qui est à l'origine de tous les affrontements et presque de toutes les saisons de la série Stranger Things. La forme du flagelleur mental, sa composition, ses pattes, évidemment ça rappelle une grosse araignée en un peu plus démoniaque quand même. Et si en fin de compte le monde à l'envers n'était pas vraiment le monde à l'envers, mais simplement le fruit de la création du personnage de Vega et le fruit de sa propre interprétation. Cela expliquerait alors pourquoi Hawkins est au centre de tout. La première brèche vers le monde à l'envers s'est ancrée dans la ville et étant le fruit de ce combat entre 11 et Vecta. De plus, lorsque Vecta est transporté au moment de sa défaite dans le monde à l'envers, ce dernier semble bien différent de celui dont on a l'habitude, comme s'il était complètement désordonné. Vecta aura alors pris le temps de l'organiser et de créer les monstres pour lui donner l'aspect que l'on lui connaît aujourd'hui. Mais évidemment, il y a une deuxième théorie et donc une deuxième interprétation de cette fin qui vient un peu tout contrecarrer. Alors je vous cache pas que cette deuxième théorie elle me plaît encore plus. Et si en fin de compte Vecta n'était pas du tout celui qui était à l'origine de la création du monde à l'envers, et si en fin de compte il était simplement un lieutenant du flagelleur mental. Le flagelleur mental représenterait alors le sommet de la hiérarchie du monde à l'envers, une espèce de divinité cherchant à influencer notre propre monde, utilisant les pouvoirs de Vecta et sa capacité à créer des portails pour intervenir. Et c'est ainsi qu'il faudrait voir Vecta comme une sorte de démon au service du flagelleur mental, une sorte de lieutenant au sein de cette mythologie démoniaque complètement dégueulasse. Ça semble être confirmé par les précédentes saisons. On voit vraiment la puissance du flagelleur mental comme une sorte de divinité. On sait pas vraiment ce qu'il est le flagelleur mental, mais on sait qu'il a du pouvoir et beaucoup d'influence. Et surtout ça confirme une autre théorie, la théorie des 3 dimensions. Dans cette 4ème saison, nous n'avons pas 2 dimensions mais bien 3. Une première représentant notre monde, une deuxième représentant celle du monde à l'envers, et enfin une troisième, le royaume de Vecta, couleur rougeâtre. Ce royaume rougeâtre, il semble complètement différent du monde à l'envers. Et si en fin de compte c'était le royaume de Vecta, le fruit de sa propre création, une sorte de monde à l'envers dans le monde à l'envers où il a pu l'harmoniser à sa propre façon, une sorte de cauchemar infini qui rappelle presque le royaume de Freddy Krueger et auquel on peut aller seulement quand il nous possède. Et ça semble également confirmé par l'environnement du manoir, le manoir de Vecta ou du moins de sa famille. C'était le mystérieux manoir qui était présent dans l'ensemble des épisodes de la série, qui est vraiment quelque chose qui était un point d'interrogation crucial. Ce manoir il existe sous 3 formes, à la fois dans le monde réel, dans le monde physique, dans notre monde, dans la ville de Hawkins. Il existe également dans le royaume bleuté du monde à l'envers. On voit notamment les corbeaux sortir du manoir au bout d'un moment, notamment dans l'épisode 7 lorsque tout le monde est en vélo dans le monde à l'envers. Et on voit également Vecta qui est accroché par ses divers membres un peu chelous, qui est également accroché dans ce fameux manoir et donc il est dans le monde à l'envers. Et enfin il existe dans une 3ème dimension, la dimension de Vecta, rougeâtre évidemment, et où il est complètement désarticulé, désordonné. On reconnaît presque pas le manoir tellement qu'il est un peu éparpillé, comme s'il s'était fait bombarder quoi. Ce qui interroge complètement sur cette 3ème dimension, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Est-ce qu'on est dans le monde à l'envers ou est-ce qu'on est dans le monde à l'envers? Est-ce que c'est infini ces dimensions ou est-ce que c'est simplement une petite partie infime du royaume de Vecta qui est complètement différent, une sorte de territoire qui lui est propre?
est le fruit de son imagination. Et si nous rentrons dans une phase de conclusion, ce que j'aime avec ces deux théories, c'est qu'elles sont complètement différentes. Dans l'un, t'as quelqu'un qui est à l'origine de la création du monde à l'envers et qui est presque à l'origine de toute la série depuis le début. Tandis que dans l'autre, il y a encore beaucoup de mystères et des questions qui restent à résoudre, et en fin de compte, il n'est qu'un lieutenant de cette sombre hiérarchie avec à la tête justement le flagelleur mental. Et c'est tout un tas de questions qui restent sans réponse et auxquelles on peut théoriser. C'est là où on voit la force de Stranger Things. C'est qu'on va aller sur les forums, on va aller se renseigner, on va chercher des théories, on va voir si on a raison, on va voir si on a tort, on va voir d'autres personnes étayer des théories, enfin bref, c'est infini. Avec Stranger Things, nous devenons des archéologues du cinéma, nous sommes à la recherche de chaque indice qu'il est possible d'obtenir, avec des plans, des arrêts sur image, enfin bref, t'as compris, on est vraiment des acteurs. Et en fait, une fois que le générique arrive, ça se termine pas, on est sans cesse en train de théoriser, et la série te reste en mémoire, en tête vraiment pendant longtemps. Et donc évidemment, il y a des enjeux tellement énormes, et j'espère qu'on aura des réponses avec les 2 derniers épisodes qui vont arriver, et surtout avec la saison 5 qui va clôturer ce tout. Et est-ce qu'on va enfin avoir des réponses vis-à-vis de ce monde à l'envers et de cette hiérarchie démoniaque? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à partager, commenter, enfin bref, à faire la propagande de cette vidéo, tu connais comment ça marche. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, c'est encore plus important. C'était Romain, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les amis.